Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée d'Assemblée Générale de la CPME 31. Ce sont pas moins de 10 heures de programme aujourd'hui que nous aurons à vous proposer. Nous alternerons les rencontres avec des personnalités du monde socio-économique pour essayer de décrypter un certain nombre de décisions qui ont été prises, un certain nombre d'actions de notre organisation, et puis pour pouvoir les confronter toujours dans une logique d'échange, de discussion et de compréhension, pour essayer de parler de choses sérieuses sans se prendre véritablement au sérieux. On va commencer ce matin. Nous avons la chance et l'opportunité de recevoir Romain Garraud, qui est sous-préfet pour l'Occitanie pour la relance. Bonjour Romain Garraud. Bonjour Monsieur le Président. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Donc on va commencer par un petit temps d'échange d'une trentaine de minutes. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir aborder au cours de cette émission-là les problématiques liées à la relance, puisque dès lors que des perspectives sont fixées avec l'arrivée du vaccin et la mise en œuvre du plan de vaccination, c'est pour nous une lumière au fond du tunnel. Il restera déterminé la longueur du tunnel, restera déterminé bien évidemment les possibilités pour nous et pour nos entreprises de pouvoir sortir de pareilles situations. Et c'est l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'échanger avec vous. Et donc, comme l'intitulé de l'émission l'indique, je me ferai, sinon le porte-parole, en tout cas l'avocat du diable, pour essayer de vous présenter l'ensemble des questions que nos adhérents nous soumettent de manière régulière sur ce plan de relance. Alors pour commencer, peut-être Romain Garraud, comment le plan, dans sa conception initiale, a-t-il été pensé, j'entends d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue d'entreprise, comment vous le présentez usuellement? Alors, je dirais qu'usuellement on insiste sur trois dimensions. Tout d'abord, c'est le montant. Le montant, 100 milliards d'euros, répartis en trois volets: compétitivité, écologie, cohésion. Ces trois volets qui en fait traduisent l'ambition du plan de relance, c'est d'abord de soutenir l'investissement public et l'investissement privé. Investissement qui évidemment a subi les conséquences de la crise sanitaire et de ses effets économiques. Donc le plan de relance là, c'est un rôle assez traditionnel, un rôle contracyclique pour venir compenser la dépression naturelle de l'investissement consécutif à la crise. Le deuxième volet, cohésion, c'est d'aller soutenir les secteurs qui sont les plus touchés par la crise, en complémentarité avec les mesures de soutien qui continuent à faire leur effet pendant cette période complexe. Et enfin, c'est accompagner les transitions longues de notre économie pour préparer notre pays aux défis économiques de demain. Et c'est d'une part la transition écologique et d'autre part la transition numérique. Alors justement, il y a un élément qui est important dans les plans de relance et dans toute démarche d'action impliquant des finances. Il y a la notion de quantum, vous avez commencé à aborder la thématique, et puis il y a la notion de temps et de délai. Oui, on sait que c'est toujours une problématique. C'est-à-dire que je mette beaucoup ou vraiment beaucoup, mais selon le temps dans lequel je veux le mettre, ça va avoir une incidence. Comment vous le voyez? Absolument. Alors, c'est une autre spécificité de ce plan de relance. D'abord, dans l'ensemble des appels à projets, dans l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce plan de relance, il y a un choix très fort de sélectionner des projets qui sont mobilisables, qui peuvent être réalisés dans le pas de temps du plan de relance, c'est-à-dire en 2021-2022. Je vais vous donner un exemple très concret et qui concerne en particulier le secteur du bâtiment et des travaux publics. L'État a souhaité financer la rénovation de son patrimoine immobilier. À l'échelle nationale, c'est une mesure qui représente plusieurs milliards d'euros, mais très concrètement pour l'Occitanie, c'est 270 millions d'euros pour 496 projets en Occitanie de rénovation énergétique du patrimoine immobilier de l'État. Cette rénovation-là, elle a été faite à partir de remontées de projets. L'ensemble des administrations ont fait part au niveau central des projets qu'ils souhaitaient proposer à cet appel à projet. Et parmi les premiers critères, outre la qualité du projet, ça a été la maturité. Parce que l'objectif, ça a été de dire, nous, on souhaite que les projets qui sont financés le soient en 2021 ou en 2022. Et pour cette mesure précise, l'objectif, c'est qu'on notifie tous les marchés aux entreprises à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2021, pour une mise en œuvre des travaux en 2022. Donc c'est pour ça que le timing, il est essentiel. Et on retrouve cette logique de maturité, entre guillemets, dans l'ensemble des mesures du plan de relance pour avoir un effet rapide
du plan de relance sur notre économie. Alors nos amis des BTP, de la Fédération du bâtiment notamment, nous rappellent sans cesse qu'il y a toujours un écart entre ce qui relève de la volonté de l'État et des moyens qui sont mis en œuvre, et de ce qu'au final est fait sur le terrain. Non pas qu'il y ait de malveillance, mais simplement il y a quand même des couches administratives. On sait que c'est un élément, je pense que c'est un acquis généralisé, y compris par notre propre administration qui reconnaît qu'il y a parfois un certain nombre de couches. Et comment justement on arrive à rendre les choses plus rapides. On sait que même si ce n'est pas directement corrélé parfois au plan de relance, nos entreprises du bâtiment souffrent de délais qui ont été rallongés. Alors les élections municipales n'ont pas favorisé les choses, absolument. Le fait qu'elles se soient déroulées en plusieurs mois en plus, la remise en question parfois, qu'il y ait continuité ou pas des maires élus, la remise en question de plans d'urbanisme, et on sait en plus les problématiques que l'on rencontre sur la région toulousaine à ce sujet-là. Je souhaite attirer votre attention sur un point important, c'est qu'il y a une volonté. Et puis ensuite, il y a une mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle est toujours, sinon décalée, parfois biaisée ou parfois à tenter. Et c'est un véritable sujet. Je pense que vous êtes au courant. On a eu déjà l'occasion d'échanger sur le sujet. C'est un point d'attention qui est important. Et comment on fait concrètement ? D'abord, il y a un dialogue extrêmement nourri avec les fédérations du bâtiment. Ça fait partie de ce qu'on appelle la territorialisation du plan de relance. On y reviendra. Mais l'idée, c'est qu'il y a un contact direct entre l'échelon de terrain, l'échelon préfectoral, et les représentants du tissu économique pour justement éviter, débloquer ces situations. Très concrètement, moi, j'ai des échanges directs avec la Fédération du bâtiment, avec la CAPEB, pour mettre en évidence, souligner les blocages qu'il pourrait y avoir dans les procédures administratives pour des projets conséquents. Et nous, on n'hésite pas à signaler au service la nécessité d'accélérer, et en particulier sur les projets qui sont financés dans le cadre du plan de relance. Parce que l'objectif aussi, et c'est affirmé par le ministre de l'économie, c'est de consommer les crédits dans le pas de temps du plan de relance. Sinon, le risque, c'est quoi ? C'est le redéploiement de ces crédits sur les mesures dans lesquelles on ne rencontre pas ces difficultés. C'est-à-dire sur les mesures dont le déploiement est assez fluide. Donc nous, l'objectif, c'est véritablement de pousser au maximum l'ensemble des parties prenantes des différentes mesures, en intervenant directement, en échangeant directement avec les collectivités territoriales pour les sujets de procédure, en organisant des groupes projets autour des projets immobiliers, par exemple, conséquents, sur lesquels on fait un travail fin pour s'assurer que ça accélère. C'est l'idée de cette territorialisation, d'avoir un suivi au plus fin et d'éviter au maximum ces blocages administratifs. Parce qu'il ne vous a pas échappé, la technique employée, elle a été mise en œuvre au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la politique des grands travaux aux États-Unis notamment, et elle a été adaptée. Un des éléments qui ont fait sa réussite, ça a été quand même la suspension d'un grand nombre de règles administratives qui étaient acceptables à un moment donné, mais qui en temps d'après-guerre et de nécessité de relance. Et là, je pense que vous avez peut-être un rôle à jouer de déblocage ou de remontée d'informations, ou en tout cas de traitement d'un nombre de décisions administratives qui parfois viennent, je veux dire surtout qui viennent attenter à la volonté politique dans l'action. Absolument, absolument. Et d'ores et déjà, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Je pense notamment à la loi ASAP de simplification, qui a permis d'assouplir les critères de la commande publique, d'augmenter les seuils pour les marchés de travaux, pour faciliter les procédures, mais aussi, et c'est peut-être l'élément, je dirais, c'est aussi important, voire davantage, ça permet également à des petites entreprises d'aller sur la commande publique, alors que les procédures qui sont mises en œuvre dès lors qu'on a des marchés formalisés pouvaient entraîner un certain repli des PME devant ces procédures. Là, on a assoupli pour justement accompagner la dynamique du plan de relance. On ne peut pas parler du plan de relance sans parler de la partie verte ou le verdissement de l'économie. Alors, un grand nombre d'études, plus ou moins sérieuses d'ailleurs, font état d'un élément incontestable, et qui est le rejaillissement, le plus gros effet de levier possible, c'est par le verdissement. Quand je parle d'effet de levier, j'entends par là du nombre d'entreprises et de secteurs qui seraient concernés, et pas uniquement réducteurs au bâtiment ou quoi que ce soit. Ça, c'est un véritable sujet, et on pourrait vous écouter là-dessus. Il y a un point qui est important cependant, c'est que
dans cette partie verdissement, on considère, et j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus, qu'il n'y a pas de fléchage à proprement parler sur les petites structures. Alors, ce n'est pas une fin en soi, la petite structure, mais ça représente tout de même 98,6% des entreprises et 60% du salariat. Ouais, le message que je veux faire passer, parce que évidemment on entend parler de mesures qui concernent la transition écologique et dont on a le sentiment qu'elles concernent uniquement les gros industriels. Il y a le plan hydrogène, il y a une mesure de soutien à la décarbonation de l'industrie, il y a les très gros projets que j'évoquais qui sont financés, alors il y a aussi des petits, mais il y a aussi des très gros projets qui sont financés dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments de l'État. Effectivement, il y a ces mesures-là, mais il y a aussi beaucoup de mesures qui sont généralistes. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui portent sur la transition écologique et qui concernent tout le tissu économique. Alors, je vais citer quelques exemples. L'ADEME a déployé un guichet qui s'appelle Tremplin pour la transition énergétique des TPE-PME, qui permet de financer de petits investissements pour la transition écologique. Il y a une très grande liste de projets qui sont éligibles. C'est une mesure de guichet. On y va, on candidate. Alors, on s'inscrit dans la liste des investissements qui sont éligibles, hein, mais la liste est extrêmement large et ça permet d'y aller. Ensuite, il y a une mesure de crédit d'impôt qui vise à financer, par une réduction de l'IS ou de l'IR selon le statut de la société, qui permet de financer les travaux de transition énergétique des entreprises TPE, PME, tout confondu. Il y a des dispositifs de prêt spécifiques pour des investissements en matière de rénovation énergétique qui sont portés à la fois par la BPI et par l'ADEME. Il y a un dispositif de volontariat territorial écologique qui permet de financer des emplois justement pour soit prospecter, soit réfléchir au pivot de l'entreprise en matière de transition écologique, qui est déployé conjointement également par l'ADEME et BPI. Donc sur ce volet-là, il y a effectivement une grande diversité de mesures. Et je vais même aller au-delà parce que il y a beaucoup de mesures qui peuvent cibler l'ensemble du tissu des TPE-PME. On l'évoquera, mais les mesures de soutien à l'emploi et en particulier à l'emploi des jeunes permettent aux entreprises de recruter plus aisément un jeune dans cette période-là et avec une prolongation des mesures sur lesquelles on reviendra si vous le souhaitez. Il y a des mesures de soutien à la numérisation et je voudrais insister dessus parce qu'il y a une mesure en particulier qui permet de soutenir des projets de numérisation des commerces qui est mise en place par la Banque des Territoires. C'est aussi une mesure de guichet. Alors la petite nuance, c'est que cette mesure, elle est portée par les collectivités, donc c'est des projets collectifs, hein, c'est plusieurs commerçants qui s'associent, qui le portent auprès de leur élu, et c'est l'élu qui va ensuite déposer la demande au nom de son réseau de commerçants. Mais donc sur le numérique, sur l'emploi, sur la transition écologique, il y a des mesures généralistes et je pense qu'il faut s'en saisir. Dans l'analyse également, on considère qu'il n'y a pas eu de fléchage à proprement parler sur les services. C'est quand même quelque chose qui nous paraît... alors on peut... Peut-être allez-vous développer cette théorie selon laquelle ces services au final seront concernés, mais 50% des entreprises en France sont de services. Et on n'a pas, à proprement parler, pu intégrer de fléchage sur ce type d'activité. Alors le plan de relance, il est ciblé. Donc on l'a évoqué, hein, on l'a évoqué à travers les grands axes, à travers les différents appels à projets. Mais quand j'évoquais ces mesures généralistes-là, c'est sur ces mesures-là que les entreprises du secteur tertiaire doivent se mobiliser. Une mesure de soutien à l'emploi, ça va évidemment concerner le secteur tertiaire, l'aide à l'embauche des jeunes, l'aide à l'embauche d'un apprenti. Les mesures de soutien à la numérisation, le chèque numérique par exemple, qui là s'adresse à tous. Je pense également aux mesures de transition écologique qu'on a évoquées, où là on peut effectivement embrasser l'ensemble des secteurs économiques. Je pense que c'est à travers ces mesures qui sont généralistes en termes de sectorisation, mais qui par contre ciblent une thématique qui est chère au plan de relance, la cohésion avec le plan jeune, la transition écologique, avec les mesures que j'évoquais. C'est à travers ces axes-là que je pense que le secteur tertiaire doit s'investir. Quand vous parlez d'aide à la numérisation, vous parlez de l'aide de 500 €. Oui. Bon, convenons que si c'est une démarche volontariste, elle est relativement modeste par rapport aux engagements fondamentaux. Rappelez-vous de cette étude de la BPI qui rappelait que 87% des chefs d'entreprise considéraient que le numérique, ce n'était pas pour eux, et 94% d'entre eux considéraient que la numérisation, c'était avoir un site internet. Donc on voit qu'on a quand même un chemin important à faire. Et quand on voit le prix d'un site internet, quand bien même il serait un site vitrine, non connecté à des bases de données ou à des systèmes d'information, les montants en jeu ou les montants en place représentent 2-3% du coût global. Alors ça peut donner un signal, mais c'est très éloigné peut-être du choc
Oui. financiers et intellectuels qu'il faudrait mettre en œuvre quant à cette logique de numérisation. Parce que depuis bien longtemps, notre organisation et bien d'autres ont considéré que la numérisation des processus de production, c'était quelque chose qui concernait toutes les entreprises, que l'on soit un vendeur de sandales, un boucher ou un magasin plus structuré, ou même une entreprise de service ou d'industrie. Mais donc, quand je parlais d'absence d'orientation directe, je disais que finalement, sinon un regret, en tout cas le commentaire que l'on peut faire, c'est que quand il s'est agi de soutenir massivement la trésorerie de nos entreprises, le gouvernement s'est montré présent. Il s'est montré présent avec le fruit de nos richesses, c'est son rôle. Ça c'est très intéressant, mais il doit désormais s'engager dans une démarche de création de richesses afin que nous puissions rembourser l'endettement pharaonique qui est le nôtre, hein, puisque une récente étude organisée par la CPME Occitanie rappelait que pour les entreprises qui ont utilisé le PGE, ce n'est pas le cas de toutes, mais pour celles qui ont utilisé le PGE, 1 sur 2, dans les conditions actuelles, ne s'estimait pas en capacité de pouvoir le rembourser. Ce qui doit attirer notre attention. Absolument. Et qui doit être un point vraiment d'achoppement. Comment vous le voyez? Est-ce que justement dans cette démarche, et après si vous voulez on parlera des plans jeunes, parce que ça a été assez massif, comment vous le voyez cette démarche numérique? Est-ce qu'on peut escompter à terme une montée en cadence, en puissance, donc financière, de l'État sur ce point? Alors effectivement, il y a, vous évoquez le chèque numérique qui permet de financer effectivement de petits projets qui s'adressent à des toutes petites entreprises qui visent aussi à créer un effet de levier, à inciter à investir, mais ce n'est pas l'unique mesure. Et je reviens sur la mesure de numérisation des commerces collectifs, qui permet de financer des solutions qui peuvent bénéficier à un tissu de commerce. Et on sait qu'en matière de numérisation, c'est certainement dans ce secteur-là que les marges de progression sont les plus importantes. Pour cette mesure-là, ça finance 3 objets. D'abord, et là pour le coup c'est très à destination des collectivités territoriales, ça peut cofinancer un poste de manager de centre-ville qui vise justement à organiser à susciter les projets auprès du tissu de commerçants. Donc là, on le cofinance. Ensuite, ça sert, à financer de l'investissement. Très concrètement, des projets, sites internet, des projets d'équipement informatique, de la formation des commerçants. Et donc là, le montant n'est pas négligeable puisque le financement qui est octroyé par la Banque des Territoires, il s'élève à 20 000 € pour des projets collectifs. Et on sait que le numérique, c'est un projet où la mutualisation, où l'effet de levier lorsqu'on finance un investissement est extrêmement forte. Donc pour ces projets collectifs, là, je pense qu'on est à la hauteur pour financer par commune, et encore une fois c'est très large, toutes les communes de 3 500 à 150 000 habitants qui peuvent candidater, il y a un effet de levier à aller chercher pour financer ces projets d'investissement. Et le dernier élément, c'est de la formation. Le troisième volet, c'est de la formation, soutenir des projets de formation à destination des commerces pour s'initier au numérique avec un montant également de 20 000 €. Donc là, sur ce volet-là, je pense qu'il y a des moyens. Il y a un point important, c'est sur le plan jeune, et notamment sur l'aide exceptionnelle à tous les sens du terme, peut-on dire, notamment sur les alternants qui a été mise en œuvre, qui vient cependant pointer un élément que quand les entreprises n'ont pas de difficultés financières, donc soit par une aide, soit qu'elles sont en capacité d'eux, il n'y a pas de frein à l'entrée pour former nos jeunes. Ce qui est une idée parfois reçue, où on nous renvoie parfois l'image des entreprises qui ne veulent pas former, qui veulent de suite avoir des collaborateurs ou avec de l'expérience. C'est faux. C'est simplement qu'il y a parfois un écart entre le taux de charge qui est important et la valeur ajoutée de nouvel entrant qu'on est en train de former. Donc ça, je pense que le gouvernement ne devrait pas se tromper sur les analyses qu'il pourrait faire. Il pourrait très bien se dire, lorsque le coût n'est plus un problème, puisque avec cette aide de 8 000 €, le coût de l'alternant n'est plus un problème, il faut le dire, alors les entreprises se montrent ouvertes à recevoir en leur sein des nouveaux entrants, sont enclins à les former et sont dans une démarche volontaire. Donc je pense qu'il ne faut pas se méprendre quant à la démarche des entrepreneurs, des entreprises qui intègrent ces nouveaux jeunes. La problématique, elle vient simplement du fait que quand le coût est trop important par rapport à la valeur ajoutée, alors un calcul rapide est fait, notamment pour des entreprises qui sont dans une perpétuelle urgence, le 5 les salaires, le 15 les charges, le 30, etc. Donc ça, c'est un élément sur lequel on souhaite attirer votre attention. Moi là-dessus, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on observait avant la mesure, la prime d'aide à l'embauche des apprentis, c'est que l'apprentissage était déjà dynamique. On voyait déjà un succès assez fort de ce dispositif de recrutement qui mêle formation et emploi. Donc les entreprises s'en sont saisies avant qu'on les aide.
parce qu'elles ont compris aussi qu'il y avait un intérêt à recruter des apprentis. Ce qui est exceptionnel avec le plan de relance, c'est que grâce à ce dispositif d'aide, on a réussi à recruter plus d'apprentis en 2020 qu'en 2019, malgré le contexte de la crise, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir et il faut saluer, mais je le dis très sincèrement parce que ça fonctionne avec les chefs d'entreprise. Je veux dire, les outils qu'on met à la disposition des chefs d'entreprise, ils ne fonctionnent que s'ils s'en saisissent. Et force est de constater qu'ils s'en sont saisis. Donc il faut véritablement se féliciter de cet engagement. Donc je donne ce chiffre, il y a eu plus 20% d'apprentis en Occitanie en 2020 par rapport à l'année 2019. Donc fort de ce succès, le dispositif de prime à l'embauche d'un apprenti a été prolongé jusqu'au 31 décembre. C'est aussi parce que lorsqu'on a annoncé le plan jeune, la seconde vague de la crise sanitaire n'était évidemment pas sur les radars. Et il y a eu une perte de chance, entre guillemets, pour beaucoup d'entreprises qui ont subi les conséquences de cette deuxième vague et qui pouvaient se dire légitimement, mais donc finalement, moi, à cause de cette deuxième vague, je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette mesure du plan Un jeune, une solution, alors que finalement, moi, j'en aurais aussi le besoin avec la réouverture. Et donc, le gouvernement a fait ce choix de prolonger jusqu'au 31 décembre, ce qui est extrêmement bienvenu pour toutes les entreprises, parce que là aussi, ça touche l'ensemble des secteurs. Et donc, une prolongation de ce dispositif au 31 décembre. Mais ce n'est pas la seule mesure du plan Un jeune, une solution. Et je voudrais juste m'arrêter 2 minutes pour présenter les autres éléments. Il y a également la mesure de prime à l'embauche des jeunes, en CDD ou CDI. Donc mesure qui devait s'arrêter au 31 mars. Donc là aussi qui a été prolongée jusqu'au 31 mai avec une concentration sur les salaires allant jusqu'à 1,6 SMIC pour se concentrer sur les salariés qui en ont le plus besoin. Et qui ont été le plus impactés. Et évidemment qui font partie puisque le chômage des jeunes, les jeunes ont certainement été le public qui était le plus touché par les conséquences économiques de la crise. Donc salaire faible et jeunes de moins de 26 ans, l'objectif ça a été de cibler. L'autre mesure sur laquelle je souhaite attirer votre attention et puis l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est les contrats aidés. En 2017, le gouvernement a fait le choix de réduire la voilure sur les contrats aidés. Avec la crise sanitaire, on les a remis au goût du jour pour continuer, renforcer le soutien à l'emploi des jeunes. Et donc il y a un dispositif, alors qui ne vous intéressera pas, qui concerne les collectivités territoriales, qui concerne le secteur non marchand, mais il y a également des contrats aidés qui concernent le secteur marchand. Ce sont les contrats CIE, contrats initiative emploi, qui s'adressent à toutes les entreprises. Et qui vise à faciliter le recrutement des jeunes demandeurs d'emploi. Donc, évidemment, quand on a l'ensemble de ces aides, on peut évidemment se poser la question du choix. Le meilleur outil qui est à votre disposition, c'est le service public de l'emploi, Pôle emploi qui dispose d'un petit outil de simulateur qui vous permet de dire quel est le dispositif qui est le plus attractif pour l'embauche que je souhaite faire, et évidemment les services de la Directe qui sont complètement mobilisés pour permettre à ces mesures de réussir et évidemment aux chefs d'entreprise de comprendre. Là-dessus, moi je rappelle, au-delà du service public de l'emploi, il y a une mobilisation qui est collective. On le fait ensemble dans le cadre de cet échange, on le fait avec les autres organisations patronales, on le fait avec le réseau consulaire qui se mobilise énormément, CCI, CMA, Chambre d'agriculture qu'on forme, avec lesquels on échange en permanence sur les mesures du plan de relance et qui constituent aussi des portes d'entrée pour l'ensemble des chefs d'entreprise qui se posent la question: comment est-ce que je peux intégrer les mesures du plan de relance? Comment est-ce que je peux en bénéficier? C'est ce réflexe collectif qu'il faut avoir. Les consulaires qui nous disent cependant qu'ils sont contraints de devoir quand même insister sur la difficulté de monter les dossiers pour un certain nombre de nos entreprises et pas forcément les plus petites. Oui, absolument. Donc c'est toujours un véritable sujet avec toujours ce fameux écart entre la volonté des élus et des gouvernants et au final le rendu par une approche sinon technocratique, en tout cas où chacun veut, je sais que ça va vous agacer, chacun avec sa possibilité de ralentir les choix. Ça c'est quelque chose qui me pose problème. Vous avez pointé un point
important sur lequel, si vous le souhaitez, on pourrait terminer, c'est justement donc le report, ou en tout cas l'allongement d'un certain nombre, donc bien le signe que dès lors que des perspectives sont fixées, le président de la République a parlé de 30 millions de vaccinés en juin, le ministre de la Santé a parlé de 70, enfin il voulait dire l'intégralité de la population qui le souhaitait fin août. Bon, il va y avoir des variations comme il y en a, et puis c'est pas dans l'urgence que l'on va traiter de ce qui a été bien ou pas bien fait. En toute cette cause, pour nous, il est important d'avoir des perspectives, puisque la principale résilience des chefs d'entreprise, c'est bien d'ajouter de la prévisibilité dans l'imprévisibilité, si j'ose dire. C'est au moins se dire, cet élément est à peu près sûr, celui-là l'est un petit peu moins, c'est en fonction de ça, je vais agir. Il y a un point qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la manière dont on va sortir d'une pareille situation, si on en sort et dans quelles conditions et comment. Et j'ai envie de vous dire que la façon dont on va en sortir sera finalement tout aussi importante de la manière dont on y est rentré. Le gouvernement, entre mars 2020 et décembre 2020, a dû s'y reprendre à 4 fois pour le fonds de solidarité, pour les adaptations. Il avait des craintes qui, à mon humble avis, étaient infondées, qui étaient des effets de bord, des effets d'aubaine, et donc il avait une inquiétude, et donc il a dû recalibrer pour arriver en décembre à quelque chose d'un peu plus structuré, avec une prise en charge des frais fixes, en toute cette cause, un pourcentage du chiffre d'affaires, etc., etc. Comment vous appréhendez justement, sinon la relance, mais en tout cas le continuum d'accompagnement avec une reprise dont on ne sait au moment où on parle, pas des dates, mais avec les principaux points, notamment la sortie en sifflet ou en tout cas en due proportion des aides. Comment vous l'appréhendez un petit peu tout ça pour terminer? Alors là-dessus, je pense que d'abord, le choix d'adapter les différentes mesures de soutien, ce n'était pas un réflexe technocratique, c'était plutôt un réflexe louable d'adaptation des mesures de soutien au contexte économique en permanence. À mesure qu'on a géré les conséquences de la crise sanitaire, il a fallu en permanence modifier, ajuster les différentes mesures de soutien, et le fonds de solidarité en est l'exemple. Ça s'est accompagné d'un renfort des services publics sur le territoire qui ont été mis à disposition pour répondre aux questions des entreprises, pour pouvoir adapter les différentes mesures. Je veux dire, je pense que plus que jamais, les services publics de terrain sont intervenus pour faire ce rôle de pédagogie et présenter les mesures de la manière la plus claire aux différents bénéficiaires. Ensuite, évidemment, ce sera une réflexion collective qui se mènera avec les services de l'État, avec les représentants du tissu économique pour réfléchir à la sortie. D'ores et déjà, ce qu'on observe, c'est que l'ajustement des mesures de soutien devra se faire en totale harmonie avec la sortie de crise, c'est-à-dire qu'elle se fera de manière progressive. Je citais l'exemple du PGE, de la prolongation d'une durée d'1 an qui a été obtenue par le ministre de l'économie. C'est bien l'objet de cette décision, c'est d'accompagner la sortie. Et je pense qu'il y aura un travail à faire, et là je dirais au niveau local, conjointement, pour ne pas hésiter à signaler les difficultés, travailler ensemble pour faire remonter au niveau national les spécificités qui plaident justement pour un ajustement des mesures de soutien en préparation de la sortie de crise qu'on espère la plus rapide possible. Bien, est-ce que vous avez justement des visibilités, ou est-ce que vous avez sinon des estimations, je ne vous entraînerai pas là-dedans, mais par rapport à des possibilités de rouverture des commerces, est-ce qu'il y a des choses qui se disent dans les hautes sphères je suis au regret de vous décevoir, Monsieur le Président. C'est quelque chose qui est traité au niveau national. On le voit que les péripéties de la crise sanitaire sont encore nombreuses. Là, le travail, c'est de mettre en œuvre le plan de relance, de travailler collectivement au rebond de l'économie de la région, du département de Haute-Garonne. Et ensuite, je pense qu'on aura tout l'occasion, à la mesure que la vaccination va s'accroître, de revenir sur ces sujets de prévisibilité. Merci, Monsieur le Sous-Préfet. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. À très bientôt pour une prochaine émission de l'Avocat du Diable. Merci de votre attention.